Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les films, les événements. Et cette semaine, on revoit la série phare de Fox et NBC, Brooklyn Nine-Nine. Oui, une série... comique. Oui, puis une policière. de mes séries favorites. Ben, dire, là, tant que ça, dans ton palmarès là, de séries préférées, de dans comédie. dans les dernières années, là, ça a pas mal été dans mes favorites. Ouais. Parce qu'il faut dire que l'écriture et le jeu des acteurs est franchement... je veux dire, tranchant par rapport à ce qu'on peut voir dans les sitcoms habituels, peut-être. Là. Oui, puis on en parle dans le podcast avec Tom Durand, notre invité de la semaine. Écoute, moi, je suis un grand fan de Andy Samberg. Fait que dès que j'ai su qu'il faisait une série, je me suis dit, oh, ça m'intéresse. Puis, il y en a la tête d'affiche, là, franchement, c'est absolument, la locomotive là, qui traîne un peu les acteurs derrière lui, mais il y a vraiment de très bons acteurs malgré tout. Il n'y a pas que lui à travers ça. Là, on va pas voir la série Brooklyn Nine-Nine. Peut-être que ça t'amène à aller la voir. Le fait qu'il est là, mais tu découvres les autres à la suite. Mais on découvre vraiment un casting vraiment franchement intéressant. Savais-tu, Will, que la voix de Rosa Diaz, qui est jouée par Stephanie Beatrix, a été une improvisation? Non, je savais que c'était un C'est qu'elle, rôle, à l'époque, elle était entraîneuse de cours de groupe dans un gymnase. Okay. Et elle devait crier, parler très fort pour donner ses instructions aux gens qui suivaient ses cours. Et c'est un peu comme ça quand elle est allée à sa convocation d'audition. Elle avait la voix rauque. À cause de ça? À cause de ça. Et puis c'est comme ça qu'elle a joué dans son audition. Puis elle a fait comme, c'est bon ça. On va garder ça. Fait que c'est comme ça qu'elle a gardé sa voix originale. Fait qu'elle s'est scrappé la voix pour... elle s'est scrappé la voix pour l'ouvrage. Quel jeu d'acteur quand même. Hein? C'est une dévotion. Aïe. Alors voilà, on fait ça justement avec Tom Durand et notre podcast, encore une fois, c'est disponible sur plein de plateformes, Will. Oui, écoute, on peut l'écouter en version intégrale, évidemment, sur YouTube. Sinon, il y a une version de 28 minutes qui est disponible sur tvcbf.tv. Vous pouvez nous suivre également sur nos réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram, TikTok, Blue Sky, X. Et sinon, en version audio, tous nos podcasts sont disponibles, soit sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music ou Balado Québec. Alors nous, on va à la rencontre. Puis je suis en train d'oublier. Ah, ben là, c'est vrai. Les mercredis à 20h, bien sûr. On fait un podcast en direct qui est disponible sur Twitch, Facebook et YouTube. Fait qu'on vous invite à se joindre à nous. Des sujets divers qui passent des séries, des films, les actualités technologiques. Jeux vidéo. On fait des quiz pour s'amuser, évidemment, à travers ça. De bâtons de hockey. De bâtons de hockey, des fois. Ça arrive. On parle de toutes sortes de sujets qui nous intéressent et qui nous ont piqué notre curiosité. Dans la dernière semaine, c'est en direct. Vous pouvez communiquer avec nous, évidemment. Vous pouvez interagir en direct. C'est ce qui est la beauté de la technologie maintenant. Nous, on s'en va à Brooklyn. On va aller voir nos amis du 99e. On y va là. Nine-Nine! Brooklyn Nine-Nine est une sitcom lancée en 2013 mettant en vedette le commissariat du 99e arrondissement de Brooklyn. La série mélange humour absurde, enquête et camaraderie. Alors, messieurs, merci de nous rejoindre pour Brooklyn Nine-Nine. Yes. Parlez-moi un peu de comment vous avez découvert la série, de quelle façon vous êtes tombé là-dessus dans votre vie, la première fois que vous avez mis les yeux là-dessus. Tom? Moi, ça fait... écoute, la série date de 2013, si je me trompe pas. Première saison 2013. J'ai pas écouté la première saison live. J'ai peut-être écouté à partir de la deuxième. En fait, je suis revenu en 2014. C'est le frère de notre bon ami JF Martineau, John, qui m'a parlé de ça. OK, ah ouais? Puis, non, c'était même pas sur Netflix. J'écoutais ça à NBC. NBC, ouais, exactement. Puis Fox, je pense, la première saison. Parce que ça a switché c'était à Fox, puis après ça a transité vers NBC. Ouais. Mais continue, fait que j'ai commencé à écouter ça grâce à John, puis il voyait que j'aimais bien Andy Samberg de The Lonely Island. Okay. Puis j'aimais bien repartager les tunes et tout. Puis il dit, d'après moi, tu vas aimer Brooklyn Nine-Nine. J'écoutais même pas The Office encore à ce moment-là. Moi, j'écoutais, si on peut comparer à cause de Michael Schur. Dans les sitcoms, mettons, t'étais peut-être pas dans cette époque-là de sitcom. À ce moment-là, j'écoutais genre The Flash.
OK. J'écoutais The Flash, donc j'étais vraiment pas. J'étais dans l'Arrowverse, moi, là. J'étais même pas pantoute dans Super héros. Exactement, j'étais même pas dans l'univers à Michael Shore, un peu, si on peut dire. Puis j'ai commencé à écouter ça, puis wow! T'as tombé en amour avec c'est efficace, c'est rapide, c'est 25 minutes, c'est comme ça. Puis on s'entend que dès le premier épisode, les personnages sont attachants, ben raides. On est capable de les cadrer vite. Hein? On va revenir évidemment là, dans le podcast. Là, mais toi, Will, comment t'as trouvé cette série-là à travers ce que tu connaissais ou connaissais pas? Je te dirais que c'est sensiblement de la même façon. C'est-à-dire que j'étais un fan de Lonely Island. J'avais vu que... Puis John, il t'a écrit. Non, c'est G. Non, puis là, c'est ça, j'ai vu qu'Andy Samberg commençait une série. Là, c'est quoi ça? Fait que je pense... Peut-être pas la première émission, mais des premières émissions, j'ai commencé à suivre ça. Puis j'ai adoré ça. Là. T'as accroché. Là. Même durant le COVID, il y a eu une pause là, en raison d'eux. Puis j'étais comme man, ça te manquait. Ça me manquait, c'est ça. J'avais tellement. Parce qu'il annonçait qu'il y avait une dernière saison. Puis là, c'était comme man, ils sont là. Dernière saison, tu sais, dès lors, il l'annonçait qu'elle va être plus courte. Puis tu sais, à cause des contraintes et tout. Mais moi, à ce moment-là, j'ai justement. J'étais un gars qui a commencé The Office un petit peu avant la pandémie. OK. Fait que durant la pandémie, je pense que j'ai fini d'écouter The Office. J'ai recommencé Brooklyn Nine-Nine et j'ai recommencé The Office. OK, quand même. Comme ça. Je trouvais ça drôle, qu'est-ce que tu veux. mais là, la question qui tue, The Office ou Brooklyn Nine-Nine? The Office, par exemple. Ouais. The Office, je l'ai plus réécouté. D'aller revoir les épisodes qui t'ont marqué, par exemple, plus que Brooklyn, mettons. Ouais. Moi, je peux remettre de l'épisode 1, saison 1, The Office, puis tu vas filer ça. Non-stop, puis il y a quelques épisodes que je vais skipper parce qu'on s'entend. On sait tous, ceux qui connaissent The Office, savent tous quel épisode on skip, mettons, là, mais je pense qu'il y a plus d'épisodes de Brooklyn que je vais skipper, peut-être, que The Office. OK. Ouais. Dans l'ensemble. Ouais, mais il y a quand même des parallèles intéressants à tracer entre Brooklyn Nine-Nine et The Office pour la réalisation. Faux documentaire. Faux documentaire qui n'a pas nécessairement avec les entrevues. Peut-être cet aspect-là qui est moins présent. Mais le style, il ressemble beaucoup quand même. La façon de filmer, mais c'est pas Brooklyn Nine-Nine, c'est pas tellement un faux documentaire parce qu'à aucun moment on dit que la caméra est là. T'sais. Plus la réalisation, je dirais. Ouais, c'est ça. Plus avec des zooms. T'as pas de brisure du quatrième mur. Justement, ils sont pas conscients qu'il y a des caméras, puis t'as pas justement les petits. Les petits one-on-one qu'on a dans The Office, mettons, là, mais on peut comprendre le contexte qu'on suit une gang dans leur milieu de travail, on apprend à les connaître, tous les characters, tous les personnages sont très bien divisés, discernés, on apprend à connaître leur tempérament, puis c'est leur attitude et tout, c'est comme je dis, ça fait partie des raisons que c'est tellement addictif, c'est tellement attachant cette série-là, puis on va se le dire, Jake Peralta, quel personnage magnifique. T'sais. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis est-ce que c'est vraiment, là vous l'avez nommé, c'est Andy Samberg qui vous a emmené vers la série, est-ce qu'il y avait d'autres acteurs que vous connaissiez de la série avant même Terry Crew peut-être. Joe Lotruglio un peu aussi, je l'avais vu dans d'autres films, mais des fois c'est en revoyant ces films-là plus tard que tabarouette, c'est vrai, il était là-dedans lui, tu sais, puis des trucs comme ça, puis plus low profile un peu, là c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un rôle qu'il a mis de l'avant, tu sais, c'est le best body. Andrew Brower, excusez. C'est ça, justement. Ouais, aussi. Il y a, tu sais, ce gars-là, sans le savoir, je l'avais vu dans plein de films. Hein. Fantastic Four 2, Silver Surfer, il fait le colonel, il fait genre le général. Ah ouais? Ouais. Fait qu'il y a plein de... C'est ça, à force de revoir des films, là, tu viens de spotter des acteurs que tu sais, il était là-dedans. Mais tu sais, Rosa Diaz, l'actrice, Stéphanie Béatrice, jamais vue avant.
Je l'ai jamais vu après, par exemple. Elle a fait d'autres petites choses, mais tu sais, vraiment, tu la vois, tu penses tout de suite à, c'est ça. à Brooklyn Nine-Nine. Elle a pas la même voix pantoute. Là, non, c'est vraiment un ton qu'elle se donne, tu sais, plus sérieuse et tout, mais tu sais... elle a une voix hyper aiguë, genre. Tu sais, la majorité des autres personnages... Scully, on l'a déjà vu, tu sais, il fait souvent des personnages dans la police. Tu sais, il y a la coupe. Ouais, il y a le style déjà. Il y a le look, mais... Melissa Cave de même, on l'avait jamais vu. Melissa Fumero non plus. En tout cas, moi, ça me disait rien avant cette série-là, honnêtement. Exact. Fait qu'il y a quand même il y a une belle brochette d'acteurs quand même qu'on découvre à travers ça. Mais toi, Vincent, est-ce que tu connaissais Brooklyn Nine-Nine? Je pose des questions. Des blagues. C'est vraiment Netflix qui m'a amené ça dans mes suggestions de par le profil de ce que je regardais. Je connaissais pas la série. Il y a personne qui me l'a suggéré, mais à un moment donné, je vais comme je vais lui donner une chance, comme on donne souvent une chance à des séries sur Netflix. Puis c'est comme ça que j'ai apprivoisé l'univers, puis j'ai apprécié l'univers. Puis je les ai dévorés à petite dose, là, tu sais. Ça faisait combien de temps? Ça faisait combien de saisons qu'il y avait sorti? Ça devait être en 2021, je pense que c'était fini. OK, ouais. La série était complète, là, tu sais, il n'y avait plus d'autres épisodes là, quand j'ai commencé à regarder ça. C'est ça, la dernière saison, c'était déjà COVID était déjà sorti. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça a quand même été long dans mon cas avant d'embarquer dans le train, là. Mais il y a aussi le fait qu'il y avait des extraits sur les médias sociaux, que vous avez peut-être vu aussi, des extraits qui sont marquants, en tout cas de scènes, entre autres, là. Ça me fait penser un peu, avant de rentrer en onde, Will, il disait « parkour ». Tu sais, maintenant, c'est rendu des gifs. Tu sais, les gens vont repartager des gifs de The Office ou de Brooklyn Nine-Nine ou de telle ou telle série sans même connaître la série, tu sais. Puis là, toi, tu connais d'où ça vient, puis tu te dis « mais toi, tu connais-tu d'où ça vient, ce gif-là? C'est quoi le contexte, là, tu sais? Fait que, oui, maintenant, ça arrive beaucoup avec les réseaux sociaux, que tu vois des snippets passer, puis tu fais comme, mais Colin, ça a l'air drôle, tu sais? Ouais, ça peut inciter les gens à aller voir, justement, les séries. Lui qui a marché le plus, je pense que c'est I Want It That Way, qui fait chanter. Oui, exactement. Au suspect, là. Number 5 killed my brother. I forgot this part. C'est vraiment très bon. Donc, clairement, vous l'avez écouté en anglais. Est-ce que vous avez essayé la traduction française pour le plaisir de la chose? J'ai ou pas du tout? vomi. Tant que ça? Non, mais est-ce que tu l'as essayé ou t'as-tu prêté oreille? Tu sais, des fois, j'écoute d'autres choses en français, puis la configuration reste, puis là, je repars l'épisode. Ah, tabarouette, c'est vrai. C'est en français. Tu sais, autant qu'on ramène souvent The Office parce que les deux sont comparables, mais c'est le même principe. Là. Tu peux pas. En tout cas, personnellement, tu peux pas l'écouter en français. Ben, moi, je l'ai fait. Ah oui? toutes les saisons, tu les as écoutées en français? Parce que, ma blonde n'est pas bilingue. Oh, les grosses déclarations. C'est épouvantable. Fait que si je voulais lui faire découvrir, j'avais pas le choix de lui faire écouter en français. Fait que, comme tu dis, les premières fois, tu fais tu saignes les oreilles un peu. Mais ensuite, tu t'habitues, puis c'est pas super. Mais là, c'est comme pour l'émission qu'on fait, j'ai voulu les réécouter en anglais, justement, puis c'est pas la même chose. Mais les gags, les rendus de gags sont vraiment meilleurs en anglais. Toute la mécanique de blague est vraiment meilleure, là, à mon humble avis. Ben, moi aussi, j'ai griché des oreilles, là. J'ai saigné aussi. Tout fait les temps. Mais non, en anglais, clairement. Puis même pour ceux qui ont peut-être de la difficulté à écouter des trucs en anglais, en sous-titres, c'est pas si mal non plus. Parce que le texte est pas si élaboré que ça, là, on s'entend. Là, les dialogues là, sont quand même de base. Fait qu'on est capable de comprendre, même avec le sous-titre, là, ça va quand même bien. Puis pour reprendre peut-être des termes en humour, ben c'est un peu des liners, tu sais, des fois, là, qui vont être livrés par les personnages, parce que, bon, ben les scènes sont quand même assez courtes, donc pour la rendre efficace et drôle, tu t'insères un liner là-dedans, puis une expression de Jake Peralta, par exemple, ou de Terry, ou tu sais, de Boyle. Fait que c'est avec les sous-titres, comme tu dis, ça se rend assez bien qu'on comprend. Là. Exact. Avant d'embarquer dans la série à proprement dit, je voulais faire un bloc Esquad 99. OK.
Oui. Alors, ça part très bien. Donc, évidemment, ce soir, on parle de la version américaine, mais il y a quand même eu une espèce de tentative d'essayer d'exporter ça, d'amener ça au Québec avec une sauce québécoise. La version québécoise, c'était quand même réalisée par Patrick Huard. Je ne sais pas si vous vous rappeliez de ça, qui était quand même, qui avait derrière la cravate des bons succès. Exactement. Des films. Dans un contexte vraiment où il y a la police, où il y a des blagues et tout ça. Ben, l'avez-vous regardé? J'ai pas tout écouté les épisodes. J'ai écouté les comme peut-être 3-4 premiers de la saison. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'a pas nécessairement essayé de réinventer la roue et de refaire la même chose. Ben oui, il y a vraiment un peu comme la première saison de The Office doit être pareil dans toutes les traductions. Je pense que c'est bien d'avoir été là-dessus parce que tu as vraiment une ligne directrice. Tu prends ce qui a été fait, tu le refais. C'est un copier-coller. C'est un copier-coller, exactement. Là où ça diffère, c'est de la façon que les comédiens vont amener l'identité du personnage. Un Guy Jodoin puis Joe Lo-Truglio, tu peux jouer pardonnez-moi l'expression, mais le petit tata qui est comme le meilleur ami du héros de l'émission, mais tu l'auras pas de la même façon. Puis ça, c'est certaines choses que je dois renoter à la réalisation. Puis tu sais, même principe que... Le côté latin était très fort dans la version américaine que là... Exactement. C'est ça, c'est dur à mettre Bianca Gervais qui fait une Rosa Diaz, excuse-moi, ça mais tu sais, Diaz, c'est ton chum qui a ce nom de famille-là, Bianca. C'était pas en bonne place. Il y a juste ça qui se ressemble, puis le coat en cuir, that's all. Même principe, tu sais, voyons, j'ai un blanc, de Love Interest de Jake. Amy Santiago, il aurait pu garder un côté plus latin, on va dire. Garder le même casting, d'aller reproduire. D'aller chercher, parce que Michael, il ressemble quand même, il y a un peu la dégaine, la vibe de Andy Samberg, tu sais. Sinon, ben, Mylène, je sais jamais comment dire son nom de famille, Mackay, Sébastien Benoît dit Mackay. Fait que ça clashait un petit peu trop. J'ai donné des chances avec 3-4 épisodes. OK, mais t'as pas accroché. Ben, ils ont fait 2 saisons, 26 épisodes total, fait que ça a quand même pas été une grosse affaire. Oh mon Dieu, je savais pas qu'il y avait une deuxième saison. Mais Puis je suis pas sûr si je l'avais écouté au complet. Mais j'avais écouté au moins la saison 1, ça, je l'avais écouté au complet. Je me rappelle d'avoir écouté des épisodes ici et là, mais pas plus que ça. Puis là, c'est plus disponible du tout sur les plateformes. Ça a disparu. Même plus sur Illico, ça a disparu complètement. On a évacué. Fait que j'imagine que c'était pas visionné tant que ça. Mais à coup le pas, c'est fait, puis bye. Personne n'y a racheté. Il y avait peut-être juste plus les droits. Fait que, tu sais, comme, il y avait une version aussi des Office, version québécoise. La job. A disparu, ça aussi. Là. Et Dieu, merci mon Dieu. Parce que il y a des épisodes sur YouTube, hein. Si tu veux voir, rire, peut-être pas de la bonne façon, en tout cas, comme tu veux, mais ça existe au moins. Mais là, Exploit 99, c'est complètement disparu de toutes les plateformes. Mais bon, que voulez-vous? Ben, ça pourrait être juste sur Illico, parce que c'est Illico qui a payé pour ça, logiquement. Mais... Peut-être, mais en même temps, ça leur coûte quoi de la laisser là, mettons? Ben, justement, t'as les droits de Brooklyn. Ah, fait que c'est ceux qui payent, tu penses? Je pense que c'est une licence qu'il faut que tu renoues, je présume, c'est-à-dire. Ben, peut-être dernière question avant que j'embarque dans les épisodes là, que j'avais pour vous, là, à moins que Will, t'avais autre chose. Là. Est-ce que vous aimez le style caméra à l'épaule dans un sitcom? Est-ce que c'est quelque chose qui vous accroche dans la réalisation? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ou est-ce que là, on semble être, on va être dans l'action, on va être un peu comme le spectateur en dehors de la boîte, mais qu'on suit l'action. Là. C'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous accroche ou ça vous passe sans bien par-dessus la tête, ça n'a pas d'intérêt? Je laisse Will répondre en premier. Ben, moi, je pense qu'il faut que tu justifies la raison de. Tu sais, comme dans cette série-là, c'est pour amener le gag à un autre niveau. Parce que, tu sais, il fait le début de sa phrase, ça zoome, puis là, ça devient niaiseux ou il remet une touche à sa phrase. Fait que, tu sais, ça a un avantage. Mais si tu l'utilises pas, c'est quoi l'avantage? Par rapport à une caméra fixe, on pourrait dire, là. Ouais. Fait que toi, c'est plus dans ce sens-là, de dire on va aller chercher le punch, on va aller chercher un effet. Ou utilise-le d'une façon, si tu le fais de même,
explique pourquoi en l'utilisant logiquement. T'sais. Parce que tu vois qu'il y a les poursuites à pied ou en tout cas les scènes d'action, on les fait à pied aussi comme caméraman. Là, on les suit comme si on était à la suite. Je pense l'effet qu'on veut faire, c'est que tu fasses partie de la gang. J'ai juste escouade dans la tête. Genre, tu fasses partie du bureau finalement. Ouais. Du groupe de policiers finalement. Ouais. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou ça n'a pas vraiment d'importance? Ben écoute, je pense que d'un point de vue technique, Will a un bon point. Moi, en tant que spectateur, ben écoute, peut-être que je m'en rends pas compte. Peut-être que là, en m'attardant à ce point-là, ben oui, je me sens plus dedans, justement, on se sent vraiment dans l'action. Si c'était une steadicam tout le long, puis que même dans des séquences d'action, on dirait que c'est pas naturel. À un moment donné, il faut vraiment qu'il y ait de quoi qui bouge avec avec ce qui se passe, là, exactement. Sans avoir de lunettes 3D. Là, puis surtout que le montage est aussi... on parle pour Brooklyn Nine-Nine, le montage est de même. On passe d'une scène à l'autre, puis t'as un petit... whoosh à chaque fois qu'on pour dire hey, ça roule vite puis on bouge. Il y a du mouvement, là, il y a quelque chose qui se passe là. On rentre dans les épisodes. On a écouté les 3 premiers de la saison 1. C'était pour se mettre dans le bain là, ça avait déjà été visionné pour nous tous. Le premier qui était le pilote carrément de l'épisode 1, donc on présente évidemment les personnages à travers cet épisode là. Déjà en partant, on voit que on place le niveau de Jack Peralta. Ouais. Je sais pas si vous êtes à la même place que moi, là, mais déjà en partant, on sait exactement à qui on a affaire. Ah oui, vraiment. On a l'épais détective qui est brillant en même temps, mais qui est épais au possible. Puis je pense que dans cet épisode-là, justement, il y a un moment donné que quand le nouveau capitaine est présenté de façon un peu awkward. Il y a pas tant de... Me more sans tombeau ni trompette, comme on dit. Exactement, tu sais. Puis la version québécoise était dégueulasse de ça, by the way. Ouais, ben elle était comme un peu trop copiée. Ouais, c'est ça. Tu sais, là. Puis moi, ça m'avait t'essaies fait... de trouver d'autres mots pour faire les onomatopées, mais justement, t'as le capitaine, puis Terry dans le bureau, tu sais, puis le capitaine, il demande... présente-moi ton équipe, puis il le fait de très très belle façon, justement, quand il en arrive à dire Jake, c'est mon meilleur détective, mais il est tellement immature, puis il est tout croche dans ses affaires, mais tu sais, c'est quand même ça. Puis, on se le cachera pas, ce personnage-là, c'est pas pour rien que son film préféré, c'est Die Hard. Ouais. Tu sais, Bruce Willis, John McClane, McClane. John McClane est un peu comme ça, tu sais, c'est le meilleur des policiers, mais il est tout croche, tu sais, il va réussir sa mission, mais à quel dommage il va avoir fait autour pour réussir, puis c'est vraiment... Sa vie est une catastrophe, c'est comme ça, Jake. mais non, tu sais, comme tu dis, dès le premier épisode, tu sais, chaque personnage a sa case, puis ça prend pas trop de temps à ce que tu détermines, bon ben, tel est de même, puis tu peux déjà sentir dès les premiers instants entre Jake et Amy qu'il y a une rivalité / tension sexuelle un peu à travers ça. Ben, tu sais, elle est là pareil. Il y a une relation, là, clairement, qu'on voit se dessiner. Pourquoi tu essaies de prouver à elle que tu es le meilleur, puis pourquoi elle essaie de te prouver à toi qu'elle est la meilleure? Il y a un peu de cruise là-dedans, tu sais, puis mais sont formidables, ces personnages-là, là, tu sais, vraiment, là, même ceux qu'on voit le moins souvent, comme Hitchcock et Scully, quand ils sont là, c'est comme le comic relief quand même qui arrive vraiment aussi avec eux. Là, mais dans les 3 qu'on a vus, genre, il était beaucoup moins présent que plus tard. Là. Puis, ben, tu sais, c'est plus tard qu'on se rend compte que c'est ça. Parce qu'au début, ils sont corrects, là, mais pas... C'est plus des personnages invités, tu sais, que des personnages récurrents, plus steady, mettons, là, mais ils le deviennent. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a pas un épisode qui sont pas là quand même, tu sais. Ouais. Ben, comparé à Daniel. Daniel?
T'as peu Daniel. Là, ça doit être une tradition française. Non, ça. non. Daniel. Attends un peu. Dans le premier épisode, lorsque Terry justement présente tout le monde, dans le fond, il présente Scully puis Hitchcock et Daniel, qui est une femme qui parle avec eux autres. Puis ils disent télésphère. Mais Daniel a disparu tout de suite après. Ça a été la seule fois qu'on la voit. Non, j'ai comme reculé. Pas tout. Y a-tu dit Daniel? Ben oui, il a dit Daniel. Ben elle disparaît après. On l'a jamais revu. Ok, c'est figurant. Pour moi, elle n'a pas disparu. Elle n'a jamais existé. J'ai jamais porté attention à ça. C'est clair dans ce temps-là. Mais une autre affaire, lorsque Terry présente les personnages, une affaire que j'ai trouvé vraiment drôle aussi, c'est que chaque fois qu'il présentait quelqu'un, ben c'était son animation pour l'intro. Ah, ouais. Tu sais, Jake qui regarde son bonhomme de police, l'autre qui a mal dans le dos, c'est tout ça, genre. J'avoue, c'est bien. Fait que c'est comme, c'est là que ça s'est passé. C'est là. Terry qui parle à sa femme aussi au téléphone. Ça, c'est dans le deuxième épisode. C'est le deuxième, ça. Ouais, c'est l'exception à la règle. Oh, mais c'est quand même drôle aussi. Moi c'est en tout cas, dans l'épisode, là, ce qui m'a fait le plus rire, c'est le petit événement de Terry dans le magasin. Où il tire sur des mannequins, ça arrive parce qu'il a peur. Ça m'a rappelé ça parce que ça fait un bout que je l'avais pas vu, mais c'est le bout qui m'a fait le plus rire. Oui, son petit événement, je me rappelais pas c'était quoi, mais. Quand on parle. Ça, là, c'est épais, là. Mais... Quand on parle de la beauté des personnages, justement, là-dedans, là, c'est ça en est un, ça. Ça, moi, Terry, c'est un de mes préférés de cette série-là. Tu sais, on s'entend, Terry Crews, il est imposant en tabarouette. Tough guy, là. Tough guy, forme musculaire, incroyable. Ce gars-là aurait pu faire des films d'action de même. Il a fait beaucoup d'humour, on s'entend. Puis là-dedans, tu vois qu'il c'est une figure de respect quand même pour le squad. Puis, mais il y a ces petits moments-là, comme tu dis, que c'est des bijoux, ça, là. Il est vulnérable. Il est vulnérable. Vraiment beaucoup. Il est vulnérable. Il aime son yogourt. Il a ses petits rituels. Son minivan. Il a tout là. Il a peur si ça va trop vite, tu sais. Il y a l'anti-casting, si on veut, qui le met vraiment de l'avant, mais qui le rend attachant aussi à travers tout ça. Il est vraiment un personnage attachant dans la série. Puis tu sais, je pense qu'il y a il parle toujours à la troisième personne aussi. Oui. Terry loves yogurt. Puis à travers ça, on découvre aussi, tu disais la tension sexuelle entre Amy et Jake, mais on a aussi celle entre Rosa et Charles. Je pense qu'il y a plus d'un sens que d'autres. Je pense que oui. Mais oui, je vais t'amener sur un terrain, je sais pas si t'as catché ça, mais il faut trouver un meilleur film que Citizen Kane lors de la date. Est-ce que t'as accroché là-dessus? Oui, je l'ai noté. Tu l'as noté, moi aussi. Ok, trouver un meilleur film que Citizen Kane. Je le considère comme le meilleur film de tous les temps. Qu'on a déjà vu au podcast, alors si vous voulez aller voir l'épisode en question, on en traite il y a 3 ou 4 saisons peut-être de ce film-là. Ça fait quand même un moment. Peut-être 5. En tout cas, ça fait un bout, mais c'est dans nos épisodes précédents. Mais une affaire que j'ai beaucoup aimé sur le pilote, que justement, peut-être c'est une différence avec The Office, c'est que lorsqu'on crée un pilote, des fois, il essaie des affaires avec des personnages. Puis ça reste pas. Puis dans Brooklyn Nine-Nine, Jack Peralta, il est pas mal qu'est-ce qu'il est pendant 6 saisons. T'as un développement de ce personnage-là au fil des saisons, oui, mais tu sais, on arrive saison 1, il est là. C'est ça. Tu sais à comme The Office, exemple, là, on sait que la première saison, c'est pas le Steve Carell des autres. T'sais. Non, exactement. Non, exactement. Tu sais, t'as des personnages dans The Office que c'est parce que des fois, justement, ça crée des manques de continuité. Comment ça qu'elle réagit de même dans saison 5, mais tu vois dans saison 1 ou début saison 2 c'est pas ça pantoute, tu sais, ou des trucs comme ça, tandis que oui, t'as vraiment une belle continuité dans Brooklyn Nine-Nine. Puis un beau développement quand même, tu sais. Oui. J'avais une question peut-être par rapport à ça, mais si tu veux renchérir, vas-y. C'est la seule chose, on parlait tantôt de l'histoire d'amour entre Jack et Amy. Amy, je trouve qu'elle était plus élevée. À un moment donné, ils l'ont
10 mai, je pourrais dire, pour leur partir plus loin. Parce que ça a pris, 3 saisons avec qu'ils sortent ensemble? Fin de troisième. Parce qu'il va undercover un moment donné, puis il avait déclaré avant. Ouais. Puis il revient, puis là, ça fait comme, non, il y avait, j'aurais pas dû dire ça, des trucs comme ça. Fait que oui, peut-être que, justement, lui, il essayait d'atténuer ce qu'il ressentait, puis tout, on est en psychanalyse en ce moment, c'est incroyable. Mais je pense que vu que c'était un pilote, il voulait présenter, voici ce qu'on va donner. Exact. Mais là, quand ils ont eu le go, ben là, ils ont dit, ça, on va l'étirer un peu plus longtemps, je présume. Mais cette force-là, justement, de définition des personnages qui sont clairs dès le départ, ça réside dans quoi, selon vous? La réalisation? C'est l'interprétation? C'est l'écriture? L'écriture. C'est parce que dans le fond, l'interprète aussi va donner son idée de ce que je pense être Jack Peralta, être Amy Santiago. Ça réside où? La clé du succès? Je pense que c'est l'ensemble, peut-être. C'est l'ensemble de l'œuvre, tu sais. On a fait un beau casse-tête, finalement, dans ce cas-là, parce qu'il y a des fois où, comme on disait, les personnages sont pas clairs dès le départ. Comme Scully et Hitchcock, je suis pas mal sûr qu'au début, c'était pas supposé être des rôles aussi principaux qu'ils l'ont été à la fin. C'est ça. Pas de là à être à tous les épisodes. C'est ça, mais on a quelque chose avec eux autres, on va continuer, puis on va... Il y a quelque chose à bâtir, peut-être. C'est bien d'alimenter, justement, ces personnages secondaires, là, qu'on va dire, là, même s'ils sont dans le main cast. Mais, tu sais, c'est vraiment... Aussi, je pense que ce qui fait la différence aussi, c'est ce qui a permis que dès le départ, on a créé cette continuité-là, puis ça s'est tenu, c'est que Andy Samberg était déjà connu. Fait je pense que dès le départ, il a eu son mot à dire, puis de la façon qu'il voyait son personnage. Michael Schur, Paul Feig à la réalisation et de nombreux autres qui ont écrit sur le show sont récurrents, ils ont été là tout le long, puis il y a un très beau travail d'équipe qui a été fait à ce moment-là. T'sais. Quand tu prends quand tu veux partir une série avec des acteurs totalement nouveaux, ben t'as les scripteurs, ils t'envoient ça, t'as la réalisation qui est faite, puis les acteurs n'ont pas nécessairement de mots à dire, à part, surtout dans la première saison. Après ça se développe deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Mais dès le départ, il y a eu vraiment... je suis pas mal sûr qu'il y a eu un mot, à dire sur l'écriture. Puis un point qui est très important aussi, c'est que dès le départ, ils faisaient toujours deux, trois shots de la scène. Scripté, puis après ça, il en faisait une comme pour agrémenter, mais un peu pour laisser aller l'improvisation, tu sais, puis là, il gardait ce qui était bon de ça. Ça peut être vraiment intéressant, probablement avec des scènes qui se sont rendues au montage final. Exact, comme ça. Exact. Je suis sûr et certain qu'il y a des réactions, des vraies réactions qu'on voit à l'écran, que c'est une vraie réaction de l'acteur. C'est pas du personnage. Tu sais, là, il est sorti du personnage. Exactement, puis il est parti à rire, mais il a réussi quand même à rester dans le dialogue. Tu sais, fait que non, c'est vraiment des beaux moments. Est-ce que vous savez si Andy Samberg a eu son mot à dire sur son personnage? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un personnage qui était littéralement fait pour lui. Moi je suis persuadé, je suis vraiment persuadé de ça. Tu sais, son personnage ressemble à son chanteur de Lonely Island, il ressemble à d'autres personnages qu'il a fait après. Fait que moi j'ai l'impression que ça a peut-être été écrit en pensant que c'est lui qui allait le jouer. Aussi, là, tu sais, Fait que ça c'est tout, ça peut aider. Là. À travers ça, on est toujours dans l'épisode 1. Il y a une enquête qui est menée quand même par l'escouade. L'escouade, j'ai dit escouade, moi aussi, Will. Donc par la centrale, la brigade. Producer Phil nous dit brigade, on va essayer de faire le switch. Il y a la scène dans l'épicerie où on essaie de trouver c'est le vendeur de drogue dans celui-là, où je me mêle avec le troisième, là. Rappelez-moi. C'est un voleur. Non, c'est un voleur. C'est un voleur de jambon. Ouais, l'épicier, c'est ça, exactement. C'est ça. Bon, okay. C'est l'épicier qui est russe ou tchèque. Ouais, il vole un jambon d'une très grande valeur. C'est ça, exactement. Je me souviens. Puis il y a une scène justement dans l'épicerie où là, on vire à l'envers l'épicerie. J'ai fait comme Caroline, pour un pilote.
ils ont investi un peu dans ça, pareil. Parce qu'ils vont scraper quand même un plat de salade au complet dans le comptoir des salades. Là. Parce que Charles finit dans la salade dans le comptoir. Ouais, c'est vrai qu'un plat de salade, ça coûte beaucoup cher. C'est très cher. Moi, j'étais vraiment comme wow, gaspillage alimentaire. Non, c'est une blague. Mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant où est-ce que là, on allait placer les scènes d'action où on se prenait pas au sérieux. Exactement. Ben, juste avec la madame qui se La madame, exactement. Excusez madame, ou restez juste là, faire votre épicerie, c'est ça long. Je trouvais que ça plaçait vraiment bien les scènes d'action auxquelles on allait être confronté par après, parce que des fois, on aurait pu avoir tendance à aller vers vraiment une action plus puriste dans ce sens-là, quitter la comédie complètement, puis là, aller dans quelque chose de plus sérieux. Mais je trouvais que de garder le ton égal, même dans les scènes d'action, ça, je trouvais ça intéressant. Ça a mis le... Comme tu dis, ça nous a vraiment donné le premier regard de ce qu'on allait avoir droit. À ce moment-là, on le savait pas, mais durant autant de saisons, tu sais. Puis justement, l'aspect comique avec l'aspect action, c'est un... Tu sais, on le sait, des comédies d'action, c'est toujours winner, tu sais. L'Arme fatale, Die Hard, c'est des films cultes maintenant, puis c'est justement... C'est basé là-dessus. Ils mixent les deux styles, tu sais, pour leur succès. Tu sais, il y a des fois que tu regardes des comédies d'action, que les actions sont ouf, c'est boboche. Je trouve que dans celles-là, sont bien faites. Ouais. Tu sais, même si c'est pas des grosses actions, c'est réaliste, je pourrais dire. Crédible. Ouais, crédible. Ça comme crédible, ça serait plus. Ouais, c'est crédible, tu sais. Là, on déroge un peu de l'épisode 1, mais tu sais, il y a eu... Il y a des poursuites dans la ville, on a un besoin de sauter du toit en rappel pour défoncer une fenêtre, des trucs comme ça. Fait qu'il y a vraiment un... Tu te disais, dès lors, oh, il y a quand même du budget, tu sais. C'est pas une émission qui a été garochée. Ou genre, ils prennent l'importance aux scènes d'action, même si c'est pas ça la force de l'émission. Puis c'est un point qui a été quand même beaucoup soulevé quand Patrick Huard a dit qu'il allait faire la version québécoise. Là, on avait déjà plusieurs saisons de la version américaine de sortie. Mais là, Patrick, on est habitué à ça. Es-tu capable de matcher les scènes? Je pense que c'est ça que c'est un des points que la version québécoise a fait pour être tu sais, c'est surtout au cinéma qu'on est capable d'aller chercher des budgets permettant de faire ces scènes-là dans une série au Québec. Là, puis même encore de nos jours, c'est vraiment complexe d'aller. C'est peut-être une des raisons pourquoi ça a passé de Fox à NBC. À un moment donné, Fox a dit on n'a plus d'argent pour faire ça. Puis la NBC, nous, oui. Les codes d'écoute avaient baissé. De ce que j'avais lu, c'est ce qui avait causé l'arrêt par Fox là, de départ. Puis ensuite, les fans se sont révoltés. En guillemets. Et puis, là, c'est là qu'NBC a embarqué en disant, nous, on va le reprendre et puis on va continuer une production de saison. Au même titre que des séries qui sont justement lâchées par leur diffuseurs puis qui sont rachetés par Netflix pour leur donner une deuxième vie. Même il y a plusieurs séries que c'est arrivé puis que finalement la renaissance par Netflix a fait vraiment du bien. Ça fait wow, là, tu retrouvais du budget justement là, avec Netflix. Là, fait que... Parce qu'il y avait des vues, j'imagine. C'est toujours ça. Mais Netflix partage pas beaucoup ses vues. C'est tranquille. Ils partagent pas beaucoup d'informations. C'est pas ça qu'ils font ça parce que chez Community avait été Yahoo avait refait une version. La dernière saison qu'ils ont faite, ça a été Yahoo qui a racheté les droits. OK. Je sais pas si vous aviez écouté ça. Je sais Community, Mais ça, la dernière saison, c'était Yahoo qui l'avait produit. OK. Parce qu'NBC avait fait on tire la plug, on fait d'autres choses. C'est drôle que tu amènes Community parce que j'allais dire, si la dernière saison de Brooklyn a été je veux pas dire garochée, mais elle a été raccourcie puis on est resté un petit peu sur notre fin. Ça, c'est le genre, c'est le genre de série que t'aurais pu finir par un film un peu comme Community. Peut-être. Ça se parle depuis je sais pas combien de temps de faire un film Community. Ça aurait pu. Moi, j'aurais pris ça. Moi, un film, pas 2 heures. 1 heure et demie, une bonne heure et demie de Brooklyn Nine-Nine. C'était dans mes questions de conclusion, mais allons-y. Est-ce que vous verriez ça? Un film repris peut-être avec un script original d'une histoire qu'on suivrait les personnages principaux? Ça se fait plus maintenant. Parce que? À cause du décès de l'acteur...
André Brower. Ouais, André Brower. Captain Holt. Ouais. Ça serait dur de le faire sans Captain Holt. Ouais. Je suis d'accord pour ce point-là. Sinon, pour le reste... Mais Morgan Freeman pourrait pas prendre la place. Attends, il est partout. Ouf! Ouais, c'est ça. C'est des jokes. Mais c'est vrai qu'il manquerait... Il avait pris sa retraite, par contre. Fait que ça pourrait être Terry qui prenne sa place à la fin. Ça pourrait. On le ferait sans, tu sais, mais il y aurait je pense qu'on pourrait jouer sur le côté nostalgique. Ouais, tu fais pas un film qui suit le lendemain du dernier épisode. Tu vas vraiment dans le temps. On est combien de temps après le dernier épisode? Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces personnages-là? Sont rendus où? Là, bien sûr, on sait que Jake et Amy... Oh, spoiler alert! Mais ça fait un bout de suffit quand même. Ils sont mariés, tu sais. Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont des enfants? Où est-ce qu'ils sont, tu sais? Puis on pourrait faire un peu le parallèle avec un Die Hard, tu sais, que faut ramener Jake Peralta à l'action. Ouais, il avait peut-être pris sa retraite. Non, moi, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça, c'est sûr et certain. Si ça se fait dans une tour, ça serait fou. Ah ouais? Il travaille dans une tour. Ouais. C'est le gars qui amène qui est comme le facteur, il amène les lettres. À la tour de Die Hard, tu sais. Ouais, Nagasaki. Pourquoi pas? Nakatomi Tower. Ouais, ça serait malade. Ah, ça serait... Ouais, mais tu sais, c'est ça. On se fait quoi? Ça fait 5 minutes qu'on parle des idées d'un c'est film. Il y aurait de quoi à travailler, c'est sûr et certain. Moi, je serais preneur, c'est sûr et certain. Moi, je serais preneur de ça. Il y aurait un public pour ça, je pense. Will, tu penses aussi? Oh oui, vraiment. Excellent. On passerait à l'épisode 2? Ben attends, je veux à l'épisode 1, il y a d'autres choses. Vas-y. À un moment donné, on parle que Amy a 7 frères. Est-ce que vous vous souvenez qu'on en voit un ou deux, un moment donné? On en voit un, mais oui, je me rappelle qu'elle dit ça. C'est bon. Mais parce que je pensais que c'était un autre fait qui avait disparu à travers le temps, c'est pour ça. Qui avait peut-être, ok. Ben, moi, ça me dit rien, fait qu'ils l'ont pas exploité tant que ça, peut-être cet aspect de non, puis tu sais, elle est en compétition avec un de ses frères dans la famille. Ça, on le voit dans les épisodes plus loin, puis finalement, c'est pas un ripou, mais tu sais, il est vraiment moins glorieux que ce qu'il paraît être, là, tu sais. Fait que ça, on le voit, mais tu sais, les autres, on les voit pas. On voit le papa et la maman, mais c'est pas mal. Ça fait pas mal le tour de la... Dans l'épisode 2, on suit une palpitante histoire de graffiteurs sur des voitures de police. C'est quoi qu'ils font comme graffiti? Ils font des beaux graffitis du Wiz. Non, mais c'est pourquoi les deux bouts là au bout? Ah ben, pour vrai, là, au début, je me rappelais pas de cet épisode-là du tout. Fait que j'ai vraiment redécouvert en regardant. Je savais pas où on s'en allait du tout avec ça. Ah ouais. Pendant un bout, j'ai fait comme, pourquoi qu'il arrête le gars? Puis qu'il le relâche, puis là ensuite il y a comme le lieutenant, en tout cas comme du commissionnaire, commissaire au-dessus de tous les finalement les quartiers généraux, bref. Je trouvais la prémisse qui ressemblait un peu à un documentaire de Netflix justement qui était sur ce sujet-là. Ça vous rappelle pas quelque chose? Non. Il y a un faux documentaire qui a existé qui dessine des pénis partout à l'école. ça vous dit pas quelque chose? J'ai vu ce documentaire. J'ai déjà écouté ça. Ça vous dit pas rien? Oui, j'ai vu passer ça. Non, c'est un faux documentaire puis on essaie de retrouver le coupable un peu à la Netflix. Je me souviens de Superbad dans Superbad que voyons McLovin, non? Non, son chum, il faisait des pénis partout. Il dessinait des pénis partout. Ah oui, ben c'est... comment il s'appelle? C'est... Colin, il... Pas Michael Cera. Il est plus gros à cette heure. Ouais, c'est... Oui, Colin. On va l'avoir, ça sera pas blanc. Reste avec nous. Toi, t'as marqué Super Bowl. Super Bowl. Monkey Super Bowl. Ça, c'était un jeu, Will. C'est pas un même chose. Je parlais de McAlvey. Jonah Hill. Jonah Hill. Ouais, c'est vrai. Puis le générique de fin, c'est tous ces pénis dans son cahier qu'on va passer. Fait que finalement, on est dans cet univers-là, dans l'épisode. On essaie de trouver le trublion. On le trouve quand même assez vite. Là. On tombe dessus, mais on le relâche rapidement. Puis là, on voit que ça vient chercher Jake. Fait que là, finalement, on est en train de découvrir un personnage qui a l'air niaiseux, qui a pas l'air à ses affaires, mais quand même,
à cœur le respect de la loi, malgré tout. Ben, lui est très, très, très... il y a beaucoup, beaucoup d'orgueil, beaucoup de fierté par rapport à ses arrestations. On l'a mentionné, il y a une compétition entre lui et Amy. Sur le tableau dans la salle de meeting, il y a le scoreboard, Amy puis Jake. C'est important pour lui. Puis là, en plus, son arrestation peut le faire congédier. Fait que c'est beaucoup ce petit point-là qui est... Parce que lui, il est encore même s'il dit qu'il s'en fout de ce que pense Captain Holt, il est encore en mode séduction, pareil. Puis il veut montrer que c'est le meilleur du precinct. Il sent qu'il est en probation. Exactement, tu sais. Mais il sait... Mais il joue pas, il marche pas sur des œufs pareils. Parce que si vous vous rappelez, le déguisement qu'il se met. Il aime beaucoup se créer des personnages, se mettre en contexte lors de ces petites missions-là. Il se met en personnage, un petit comptable qui est récemment divorcé, tu sais, avec des gougounes. Puis tout le setup dans le fait qu'il est vraiment comme le soccer dad, le petit papa. Puis là, justement, il est obligé de faire la poursuite après le tagger en gougoune. Puis, tu sais, finalement, c'est pas une bonne idée. Ça marche pas, tu sais, cette histoire-là. Mais il fait l'arrestation quand même. Et là, justement, en découle la petite interrogation. Là, il veut pas nécessairement dire son identité. Il collabore pas tant. Dit son nom. Oups. C'est le fils de... Ça va pas bien. Mais quand même, un peu plus tard, on le réarrête parce que là, il fait comme ça n'a pas de bon sens de le laisser aller, on va aller le réarrêter. Donc, il réarrête le char, puis il se présente comme étant je suis Amy Santiago. Ah ouais. J'ai fait là, ça c'est trop bon ça. Il vient de me tuer, les c'est tout pour qu'elle se fasse sacrer dehors parce que c'est un peu ça l'idée. On dit là, si je me présente au boss le plus élevé, si je donne son nom, il va en sacrer dehors. Mais tu sais, c'est parce que ça n'a juste aucun sens. Ça n'a juste aucun absurde, sens, puis c'est absurde, ben raide, mais tu sais, ça fait encore partie. C'est l'épisode 2. On est encore en train de découvrir les personnages à ce moment-là. Puis déjà on commence à sentir comme un certain respect du Captain Holt, mais c'est vice-versa aussi. Le Captain qui respecte Jake, puis Jake qui veut quand même impressionner son capitaine, mais c'est ça, on est encore dans la découverte de ces personnages-là, dans l'éclosion des personnages. Et même Captain Holt qui se présente comme étant ouvertement gay. En plus, je pense que c'est dans cet épisode-là. C'est dans le premier épisode. C'est dans le premier épisode. C'est le premier, puis là, Jake fait comme j'ai jamais rien vu aller. C'est écrit partout. I'm not a good detective. C'est écrit partout dans le bureau du Captain Holt. Il en parle. Ils ont utilisé l'affaire que dans les 2 premiers épisodes que ils ont pas réutilisé beaucoup, là, c'est les slow-mo, puis là, c'est comme Manscaped. Non, les c'est quand même très drôle, c'est dans Ah ouais. Puis tu sais, c'est Linetti. Voyons, j'ai de la misère avec mes personnages. Gina. C'est Gina qui dit puis vous avez pas senti ce genre de gayness un peu, tu sais. Ben voyons, tu sais, ils apprennent tout pour rien vu qu'elle n'est pas policière, tu sais, mais finalement c'est elle qui avait raison, tu sais. Mais elle a vraiment, ça aussi, Gina a quand même un personnage particulier dans Je m'en calisse, je suis un peu de tout, je suis un peu au-dessus de toutes vos affaires, vous autres. Elle fait quoi là, tu sais, c'est quoi ses tâches? On sait pas. Parce que c'est à 2e épisode que Holt, il l'engage pour être sa secrétaire. Avant ça. Troisième. C'est pire. Fait qu'il y a 2 épisodes qu'on sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle fait là. Elle est au bureau, mais à part de ça. Elle l'écœure Boyle, elle procrastine, elle essaie maladroitement de donner des conseils. Et des rencontres, genre briefing du début de journée. Du matin, mais elle fait pas rien. Qu'est-ce que tu fais là, genre? Mais c'est un fabuleux personnage. Ouais, c'est ça. Fabuleux personnage. Elle a arrêté, je pense, après 5 saisons. Elle a fait une saison qui était enceinte, si je me trompe pas. Puis
toutes ces scènes est comme vraiment basse derrière le bureau, tu sais. On la voit presque pas. On la voit presque pas. Mais elle a fait toutes les saisons, si je me trompe pas. Je pense qu'elle a quitté. Chelsea Peretti, 119 épisodes sur 153. Ouais, c'est ça. Elle a quitté pour. Ce que j'avais lu par rapport à ça, c'est qu'elle avait quitté. C'était un accord mutuel dans le fond avec la production pour dire va développer ta carrière, faire autre chose. Mais elle a manqué à la fin des dernières saisons. Là. C'est ça. Elle a son petit caractère, son personnage il est important à certains endroits, de la façon qu'elle fait des blagues. Je pense qu'on allait en reparler un petit peu plus tard, mais là, vu qu'on développe un peu sur elle, c'est l'histoire c'est une bonne chum de secondaire à Andy Samberg. Leurs personnages dans la série ils sont allés au high school ensemble. Dans la vraie vie, c'est la même chose. Puis je pense qu'il y a cette proximité-là entre Andy et Chelsea Peretti qui est bonne aussi, qui fait en sorte qu'il y a un beau travail. Puis nous, on la connaissait pas avant ça, mais elle a fait beaucoup de choses hors écran, si je me trompe pas. C'est la théâtre, genre? Elle, c'est la blonde de Jordan Peele. Ah, ouais. Le réalisateur de Get Out. On sait de qui on parle. Là. De Key and Peele, oui, exactement. Fait que je pense que ayant étant sa conjointe depuis des années, dans les années qu'il faisait Key and Peele, elle devait écrire là-dedans, c'est sûr et certain qu'elle était impliquée. J'ai pas regardé son pédigré, mais voilà, tu sais, c'est un fabuleux personnage. Puis c'est même à l'école primaire qu'ils se sont rencontrés. OK, quand même. Ouais, c'est de longue date quand même leur relation. Exact. Alors, l'épisode 2, je sais pas si vous aviez autre élément que vous souhaitez aborder. Là, on essaie justement de résoudre la problématique de Jake qui veut résoudre un problème à la fois, la ponctualité ou l'habillement ou... déjà là, il va un à la fois. Chose qu'on n'a pas parlé du premier épisode, qui est justement la demande du capitaine de mettre une cravate, tu sais. Et il se rend compte, mais il est pas capable de prendre ça au sérieux. Tu sais, il est relégué aux archives, il est en bobette, tu sais, il se lève, il est en bobette avec sa chemise d'un bobette. Ça, c'est pas cute, rien qu'un. Et le réflexe du capitaine fait hey, tout le monde, venez voir ça, tu sais. Venez voir ça. Et pour se rendre à la fin que là, ils font l'arrestation. Terry même se sent mieux, il a été capable de tirer. Et là, il se rend compte. C'est un uniforme, on est une équipe, ok, c'est l'uniforme. Oui, mais tu peux-tu arrêter le gars? Non, je viens de faire des liens avec des concepts, là. Attends. En tout cas, non, effectivement, on relit ça, mais tu sais, encore là, on vient définir ce qui est Jake Peralta. Mais dans l'épisode 2 et tout, l'autre histoire à côté, là, je l'ai bien aimé avec la diseuse de bonne aventure qui a justement tenu à la porte. Avec Boyle. Puis le Boyle est pogné à être assis sur sa chaise. Oui. Parce sinon, il allait être blessé ou quelque chose de genre. Ouais. Fait que là, lui, il croit ça dur comme fer. Là. Fait que là aussi, on voit son côté un peu natal. Un peu naïf, tu sais. Naïf, bon enfant, tu sais. J'avais comme référence Die Soon grand-mère. Puis là, je cherchais c'était quoi. C'est comme... Juste penser, t'as genre... Chris, je cherche là. Charles Ball, qui dit ma grand-mère et tout avait des dons. Puis là, c'est genre LOS sur son lit de mort, je vais mourir. And she did die. C'est ça. Mais, and she did die 3 years later. C'est pas si soon que ça. Fait que tu sais, les gags, l'écriture là-dedans, pour vrai, là, c'est fantastique. Les gags sont efficaces, sont souvent des liners comme ceux-là. Là. Ça pogne tout de suite. Ça me fait penser, il y a un petit... je pourrais dire l'effet Family Guy, tu sais, de on jump dans une autre scène alternative, je pourrais dire. C'est comme ça, justement, genre. Un flashback ou quelque chose. Là. Souvent, on joue là-dessus. Là. Fait que j'aime ça aussi. C'est une belle... Ah non, ils sont formidables. C'est... À l'épisode 3, ben là, on va être en parallèle de différentes histoires. Jake cherche une mamie. Et on a Amy qui se fait donner le mandat des policiers en herbe. Donc on suit vraiment plus 2 histoires parallèles. Je pense que c'est là qu'on vient vraiment placer un peu plus le scénario au lieu d'être à peu près une histoire qui arrive à la fin, on a des histoires parallèles. Je pense que c'est un peu la recette sitcom là, rendu là. Je pense que c'est acceptable
d'aller tu développes, là, à ce moment-là. Tu développes l'identité de plusieurs de tes personnages en même temps, mais pas dans la même histoire nécessairement. Donc, tu donnes vraiment une indépendance à Jake qui va interagir un petit peu plus avec Hitchcock, Hitchcock à ce moment-là. Tu vas avoir Rosa avec Amy puis Gina qui vont s'occuper justement des policiers en herbe. Fait intéressant, un des jeunes là-dedans, c'est Pete Davidson. Oui, je l'ai reconnu, moi aussi. Je l'ai reconnu vraiment fait, oh shit. Il était jeune en tabarouette. Mais tu vois que c'est lui qui parle le plus dans le... Il est pas là pour rien, mettons. Il y a beaucoup de monde de Saturday Night Live qui viennent là-dedans parce que Andy c'est un produit de Saturday Night de SNL, tu sais. Puis il y a des bonnes lignes aussi même là-dedans, là, tu vois qu'il drive bien, puis ils ont fait un bon choix. Puis la fille qui était à côté avait gagné un Oscar et tout, je me souviens pas son nom, là. Ok, c'est possible. Elle avait fait un film là, mais je me souviens pas de quoi. C'est-tu moi je sais de qui tu parles. Faudrait aller sur c'est parce que je sais pas quoi chercher, genre. Ben va sur IMDb dans l'épisode 3, on va le voir dans les personnages. Puis ça se passe pas très bien pour Amy. On dirait que c'est comme la première fois où on voit sa coquille craquer ou sa carapace craquer parce qu'elle semble être Miss Parfaite depuis le début. Là, elle est irréprochable. Elle arrive à temps, elle fait toutes ses arrestations, elle résout toutes ses enquêtes. Puis là, elle tombe sur un os. Exact. C'est ça. On voit son talon d'Achille. Elle n'est pas capable de connecter avec les jeunes ou la jeunesse. Là, c'est tough. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais quand ils essaient de rendre Amy comme trop drôle, moi je trouve ça cringe en tabarouette. Okay. Ils essaient d'y donner la sauce un peu cool, tu sais, équivalente de Jake ou whatever, tu sais, comme là, elle met une toune, puis comme elle fait un petit mouvement, puis je suis comme, tabarouette, ça fit pas pantoute, là, tu sais, je griche des dents un peu, mais je regarde pareil, mais... non, c'est ça, tu sais, on dirait que... Ça, t'as de la misère, mettons, des scènes de ce type-là, mettons. Il y en a moins après ça, il y en a moins dans les autres saisons, mais encore là, on dirait peut-être que c'était la nuance dans son personnage qui était plus dure à tracer, tu sais, fait que... mais dans ce moment-là, tabarouette, non, ça, c'est pas... c'est pas le best, tu sais, c'est pas le best. Mais tu parles d'Amy, mais après ça, justement, là, Rosa dit non, ça c'est des petits bums, puis check moi bien aller, j'arrive de là. Puis finalement, il dit ris d'en face. Parlant de sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de rire de toi. C'est jamais arrivé. Déstabilisé, là, complètement. Shake un peu, tu sais. Mais, et là, pas le choix d'avouer qu'on a besoin de Gina, puis là, ils vont la chercher, puis tu sais. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne scène. Je sais pas pour vous, là, quand t'as danse sur You Are Beautiful. C'est drôle. Moi, ça c'est drôle. Sa face est figée de même, mais ses mouvements, tu sais, qui essaient d'être éclectiques. Je sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, les gens qui regardaient ça, je sais pas combien de fois ils ont dû reprendre la scène. Pour vrai, là, elle a dû décrocher. Ça doit être de l'impro, là. Sa danse, ça doit être de l'impro, c'est sûr. Ah ouais, mais pour que ça soit des faces de plâtre, là, tu sais, complètement. Mais c'est parce que tu prends n'importe qui dans la vie, qui va faire la même chose que ça, il va au moins faire du lip sync sur les paroles, tu sais, il va danser, puis You Are Beautiful, puis surtout qu'elle s'adresse elle s'adresse avec aux jeunes, tu sais, mais elle, c'est vraiment son corps qui parle, puis elle peut tourner, mais la tête elle-même, elle fixe un des jeunes, puis c'est tordant, ça. C'est malade. Genre, eux autres, aucune réaction, c'est comme, ça nous aide pas. Mais vous allez faire 52 000. C'est pas de lumière rouge, puis vous pouvez porter une arme. Fait que... Bon, là, tout le monde lève la main, d'accord. C'est correct, on va embarquer. T'avais-tu retrouvé le nom de l'actrice? Ouais, finalement, elle jouait dans Glee, je me suis trompé. Dans Glee? Ah, d'accord. On n'est pas sur l'Oscar à ce moment-là, c'est ce que j'en comprends. Mais Glee aussi, j'aurais fait un film. Non, c'est pas vrai. Let's go, qu'est-ce qu'on fait? Avec You Are Beautiful. On va en faire des scénarios à soir. Aïe aïe. Puis l'autre histoire parallèle, on a Jake justement qui cherche une mamie, mais qui est sur la pente descendante. Il est d'un slump. Il est pas capable de rien faire et résout aucune énigme. Il y a la poisse. Il y a la poisse, carrément.
il essaye de se faire encourager quand même par le capitaine. Le capitaine, il dit lâche pas, tu vas l'avoir, man, mais. De là, ce que je dis que ça prend pas beaucoup de temps que le capitaine il développe quand même un. Ben, parce qu'il voit le potentiel. Il voit le potentiel, puis justement. Ce qui aide Jake, c'est pas que le capitaine il dit montre-moi ton dossier, je vais le trouver, moi, c'est qui. Je suis pas meilleur que toi pour ça, mais j'ai les outils pour t'aider toi à retrouver justement ta drive puis à t'éclaircir les idées. Et on va penser que c'est peut-être la patte de lapin qui dit fait frotter, que c'est donc magique, ça porte chance et tout. Mais il a détourné ça en lui donnant une autre tâche pour juste qu'il pense à d'autres choses. Puis en faisant ça, paf! Mais le fait qu'il fasse ça dans les toilettes aussi, c'est quand même. Ça, c'est drôle. C'est fucking drôle, ça. Là, je sais pas c'est quoi le flash de ça, là, mais. Mais moi, la petite patte de lapin, j'étais. Ouais, qu'est-ce qu'il fait le Holt? Ça n'a aucun rapport. Mais là, après ça, j'ai compris. Ah oui, c'est vrai. Ok, il a marqué dans son. Puis tu vois que c'est un subterfuge. À cette heure, mettons, quelqu'un qui a écouté toutes les saisons, ou juste cette saison-là, que tu apprends à découvrir ce personnage-là. C'est-tu pas le genre de personnage, c'est pas le genre de personne à croire à ça, les pattes de lapin? Ouais, non, c'est pas son personnage. Non, pas en tout. C'est pour ça que je trouve ça bizarre, je vois, d'abord. Ouais, fait que, mais c'est vraiment juste un détournement, puis il a donné vraiment une autre tâche, puis qui a fait en sorte qu'il sorte de sa léthargie un peu, puis non, c'est drôle. Mais le pourquoi des toilettes, tu sais, dans son moment de léthargie, il est juste en train de pisser, puis Gina rentre dire de quoi, puis il y a deux choses. Elle dit, je pense que c'est juste maudit, tu sais. Ouais, la malédiction. Ben voyons donc, c'est juste un moment à sortir, essaie de flusher, ça te pète dans la face. Ça fait grêler. Est-ce que je peux avoir des petites serviettes, s'il te plaît? Il y en a plus. T'as la grosse affiche, genre, vraiment, remplacée, s'il vous plaît. Là, ça va vraiment pas bien à ce moment-là, tu sais. Puis là, ils reviennent dans les toilettes, mais la toilette est condamnée, tu sais. Ben, c'est bon. Puis tu sais, il sait qu'il fait des mises en scène. Tu sais, il le sait parce que justement, là, il amène le couple qui fait croire qu'ils ont perdu leur grand-mère, qu'ils veulent récolter des assurances, ainsi de suite, blablabla. Et Charles les amène dans les toilettes, puis là, il sort de la cabine, tu sais, mais il dit deux phrases, c'était-tu trop dramatique, tu sais, c'est son partner, c'était trop dramatique, tu sais, puis là, ben, il continue comme ça, mais c'est le personnage, c'est tellement drôle. Puis il y a même une troisième histoire là-dedans, Terry qui essaie de monter un château pour sa fille, qui est pas capable, puis là, on voit justement sa ferveur de vouloir bien faire pour ses filles. Là aussi, on campe le personnage, encore une fois, dans ce qui peut être le gros tough qui. Je comprends pas pourquoi il y a des roues! Pourquoi il y a des roues? Là, il finit par le péter. C'est quand même cool aussi quand il le pète. Là. C'est quand même le fun. Puis évidemment, là, le relief, c'est Charles, dans le fond, qui vient l'aider faire remarquer un bon. Est-ce que tu as déjà monté ça, une maison de Barbie? Oui? Ça s'est bien passé? Oh, oui, totalement. OK. Oh, oui. Il était à genoux dans le. C'était les roues il allait en bas. Mais ces petits moments-là, on voit vraiment la beauté de ce personnage-là. Je parle de Terry, là. Tu sais, why is there wheels on a hyper expressif. Mais souvent il va répéter, tu sais, why c'est pas du genre, tu sais, mais c'est dans l'épisode 2 justement. Là, il se fait taguer sa minivan, tu sais. Fait que là, il dit ça. Il dit ça à sa femme, mais il l'avait dit un petit peu plus tôt dans l'épisode, tu sais. Ma femme, pourquoi tout le monde haït ma van, tu sais? Ma femme aussi, elle l'haït. Elle aimerait ça qu'on achète un VUS. Mais ça roule, ces affaires-là. Ça roule, tu sais. Puis il leur dit deux fois dans l'épisode, c'est drôle, tu sais. Moi, c'est vraiment la fragilité de ce colosse-là. De jouer sur les deux tons, ça me fait rire, là, c'est incroyable. Absolument. Dans l'épisode 3, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez aborder? J'ai oublié quelque chose dans l'épisode 1. Ben là, on fait du coq à l'âne depuis tantôt. Fait que vas-y, là. La première, on a eu le droit à la première scène de refaire une scène entre Charles et Jack. Que genre, il dit, ok, toi, tu vas faire le gars qui se fait tuer. Non, je peux faire tout le temps moi qui le fais. Pourquoi on le fait? Je veux ton jambon. Non.
Paf, t'es mort. Quelle mise en scène. Bravo. Mais tant qu'à reparler de l'épisode 1, là, le moyen de casser la glace, de tout de suite voir un peu Jake Peralta c'est qui, mais dans la première enquête qu'il fait avec Amy, ils sont dans le magasin de télé puis de caméras et tout, tu sais, puis il monte un peu un scénario. Il dit j'ai trouvé le voleur là, fait que là Amy est comme comment t'as trouvé ça, puis ben, je me suis dit que dans des trucs de caméra, il y avait au moins une caméra cachée. Je suis venu 15 minutes avant toi, puis j'ai regardé le tape dans ce toutou-là, tu sais. Ben, tu fais comme, il est pas cave dans le fond, tu sais. C'est un wise, là, tu sais. Wise, là, comme on dit. Ouais. C'est là et tout qui a brisé le quatrième mur pour la première fois. Il parle à la caméra. Mais une caméra qui est sur 25 télé, là. Mais... ouais. Dans ce sens-là, ouais. Il est à l'intérieur quand même de la série, je pense. Est-ce qu'il y a un des personnages qui vous tape particulièrement sur les nerfs, ou c'est un personnage qu'on aurait dû éliminer ou qu'on devrait éliminer, un personnage qui a pas d'affaires dans la série? Y a-tu quelqu'un à qui vous pensez spontanément? Non, j'allais dire le vautour, mais je l'aime bien aussi, The Vulture. The Vulture, je l'aime bien. Écoute, c'est... Ça se peut que la réponse est non, là. Ça se peut, là. Là. Je check un peu avec Will, on a la distribution principale ici, tu sais. L'ex de Amy, qui aime les Pilsner. Que genre Brad? Ok. Tu sais, lui sort avec Eva Longoria, puis ils vont dans un hôtel. Il demande tout le temps en mariage. Ouais, c'est ça, il revient pendant qu'elle sort avec Jake, il revient la demander en mariage. Lui, il me gosse un peu. L'épisode qui sont invités dans une mise en scène contre le FBI, le SWAT et ainsi de suite, puis ils jouent les otages. Puis Jay il est comme c'est vraiment mon heure de gloire là. Je peux pas croire qu'on fait les otages. Puis là il vire ça bout pour bout, puis il se libère. Puis là c'est le jeu change finalement. Ça vire de bord, puis là finalement il veut juste battre le FBI là-dedans, tu sais. Mais l'agent du FBI dans cette saison-là, il est bon, mais il me gosse. Une chance qu'il est là juste il est juste là un épisode, fait que moi, ça me dérange pas bien. Dans le sens contraire, Adrian Pimento, moi je le trouvais drôle en ce moment. Ouais. Il était tellement trop extrême dans tout, là, genre. Ouais, Pimento, c'est vrai qu'il est drôle. Tu sais, son casting, son look, là, il a vraiment l'air d'un un peu sans-abri ou tu sais, il est trash ce gars-là. Oui, absolument. Madeleine Wunsch, qui était l'ennemi juré de Captain Holt. De Captain Holt, ouais. Elle, elle a apporté des choses à la série, mais c'était pas le meilleur des rôles. Là. Ouais. Justement, à un moment donné, Wunsch a fait transférer Captain Holt. Puis t'as Bill Hader qui vient Bill Hader qui vient faire un il meurt. Ouais, puis là il fait une crise de cœur, tu sais. Lui, autant que je l'adore, Bill Hader, là il me gossait un peu. Puis l'autre aussi par après, tu sais. Il était toujours full relax, mais qui avait réussi à se rendre là. Ouais, c'est ça, par hasard. Par hasard, tu sais, c'est même pas un policier à la base, tu sais, ou des trucs comme ça. Ça, il y a eu des petits moments dans ce temps-là que je trouvais un peu plate, mais sinon l'entièreté du cast est... La majorité, ils sont à la bonne place. Ils ont bien été choisis. Vraiment, tu sais, comme on disait tantôt, tu sais, le Jake Peralta a probablement été écrit pour Andy Samberg. On pourrait quand même dire ça de la plupart de ces acteurs-là, de ces personnages-là, tu sais. Ou du moins, ils sont imprégnés du personnage. Ils l'ont vraiment bien livré, puis tu sais, tu peux plus voir personne d'autre à la place d'eux, tu sais. Écoute, tu peux plus voir personne d'autre à la place d'eux. Puis c'est pour ça qu'on a de la misère avec des versions québécoines, par exemple, refaites de ces trucs-là, parce que, tu sais, je vais prendre Rosa Diaz. C'est incroyable, tu sais. Stéphanie Beatrice, tu sais, quand tu... Puis justement, on le disait, si tu vois d'autres choses de Stéphanie Beatrice, tabarouette, ok, c'est plus Rosa Diaz, par exemple. Il faut que le maquillage faut qu'il soit bon en tabarouette. C'est pas comme The Rock, il joue
tout le temps le même personnage dans c'est un peu tout le temps The Rock, ouais. Le nombre de fois qu'il a la même chemise que dans Jumanji, dans Rampage, il a la même il est habillé pareil. Dans, lui, là, son setup dans San Andreas, c'est simple. C'est ça. Puis le pire, c'est que quand il fait des pas des personnages de composition, là, mais un petit peu plus poussés comme dans de Smashing Machine. Non, je l'ai pas écouté, mais tu sais, tabarouette, ça a pas des bons... Finalement, ça a pas des bons commentaires. Ça colle moins. Hey, pour conclure, je pense qu'on est assez unanime autour de la table ce soir. Là. Je pense que c'est une série qui mérite d'être vue et revue selon le cas. J'aimerais vous laisser avec une dernière question. Première fois que je la pose au podcast. Ouh. Attention. Avec lequel des personnages vous aimeriez aller prendre une bière? Ça serait lequel? Puis pourquoi vous iriez prendre une bière avec ce personnage-là? C'est champ gauche ma question, hein? Ouais. Fait que là, c'est un peu à l'inverse de ma question, lequel vous tape ses nerfs. Là, j'y vais avec peut-être votre préféré. Ou votre préféré, ça peut être Go-Fille, peu importe. J'ai toujours aimé les interactions que, mettons, je vais garder Jake. Okay. Mais les interactions qu'il y a eu, tu sais, ils vont tout le temps au même petit bar, au bar de policier, whatever. Avec Terry, il y a eu des belles interactions dans le bar avec Terry. Il y a eu des moments d'intimité aussi avec Captain Hall, des moments de vulnérabilité. On le voit au fur des saisons, mais tu sais, Jake, il n'a pas eu de figure paternelle, puis il retrouve un peu ça en Captain Hall, puis tu sais, ça a été un running gag dans plusieurs épisodes. Mais... Jusqu'à la dernière épisode, exactement, jusqu'à la fin, mais Jake... avec justement peut-être ces interactions-là. Okay. Même Charles Boyle. Charles aussi. Probablement. Parler bouffe avec Charles, maintenant. Oui, une bonne fourchette avec Charles Boyle. J'aimerais que, malgré qu'elle est louche, ça fourchette. Ouais, fourchette louche, mais quand même, une grosse fourchette. Genre la levure qui se partage de génération en génération. J'irais pas dans la famille des Boyle. J'irais pas manger chez eux, on va aller au bar. Oui, toi, t'en as-tu un que... Moi, j'aimerais juste être là lorsqu'ils vont justement toute la gang au bar. Ça a l'air plaisant. Ouais. Mais Raymond Holt, je pense que j'aurais juste qu'il me parle du tueur au yo-yo. Là. Mais la façon qu'il met de l'intonation sur des mots, genre, moi, il me fait rire. Qu'il en met ou qu'il en a pas peur. C'est ça, ou l'autre. Il y a Poker Face des fois, où le pince sans rire complet. Là, ça a été une de mes plus grosses déceptions de la version québécoise. J'aime beaucoup l'acteur qui le personnalise. Je me rappelle pas de son... Wilmir. Non, c'est pas c'est Wilmir Normil. Oui, c'est vrai, c'est Wilmir Normil. Ah oui, Normil, non, mais c'est pas... oui, Wilmir, non, très bon. C'est celui qui personnifie Terry. Plus jeune un peu. Ouais, là, je sais pas là, il y a un nom comme composé haïtien, mettons. Ouais, mais là, lui, Will, il fait beaucoup de voix, il fait beaucoup de doublage, cet acteur-là, tu sais, fait que son nom... Il est moins connu, peut-être, du grand public. Fayol Jean Junior. Ouais, il jouait dans Entre deux draps. Ouais. Mais non, je peux pas dire que j'ai pas aimé Wilmir Normil. Non, il est bon, habituellement, c'est un très bon acteur. Non, il jouait Cold, me semble, dans mes souvenirs. Ça a été un de mes profs invités à Promédia, Wilmir Normil, très gentil comme personnage. Donc, mea culpa, Wilmir. C'est pas toujours qu'on parlait. Finalement, c'est vraiment mon point fort de la version québécoise de Brooklyn Nine-Nine. Highlight of the night. Voyons, première étoile. C'est que j'en étais, donc t'étais en train de parler. Toi, ça serait avec qui? Excuse, moi, j'irais prendre une bière. Je pense que j'irais prendre une bière avec Terry. Ouais. J'aimerais ça aller voir. Tu voudrais aller au gym? Ouais, non, peut-être. Non, mais tu sais, d'aller voir le papa en arrière de ça, tu sais, le tough guy, mais en même temps, parce que Jake, c'est facile, là, mais j'irais voir Terry. J'irais prendre une bière avec lui. Oh, ouais. Pour vrai, je pense que ça peut être une belle soirée, comme on dit. Ben oui. Je te relance. Je te relance sur une autre question. On s'entend, c'est un beau casting. Ouais. Rosa Diaz. Amy Santiago ou Gina. Ok, c'est-tu un fuck, marry, kill? Non, je m'embarque pas là-dedans. Je m'embarque pas là-dedans. Ok, c'est pas ça. Déjà que t'as dit. Laquelle des trois, mettons? Ton crush. On va dire que c'est juste un crush. Aïe. Ça, c'est difficile, ça, quand même. Ben, moi, je pense que c'est Amy, là. Ouais? Ouais. C'est le premier que... Ouais, j'aurais dit ça aussi. Ouais.
Moi, Rosa. Ouais, je suis le même avis que Phil. Rosa, c'est le petit boy là en moi qui vote partagé. C'est mon petit boy là en moi qui boil pour Rosa Diaz. Alors, quel casting, quelle série. Vraiment, allez voir ça, évidemment, si vous l'avez pas vu. Trouvez ça sur Crave en ce moment, si c'est toujours disponible. En tout cas, en date de l'enregistrement, c'est là qu'on se retrouve, qu'on retrouve les épisodes. Puis merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. À la prochaine.